Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo, épisode 26 sur 50. Nous continuons notre chemin sur les 50 comportements que le ou la pervers narcissique nous fait subir de maltraitance. Il y en aura peut-être plus que 50, plus j'avance sur l'analyse et décortiquer les comportements, voilà, mais ce sera du bonus. Aujourd'hui, je vous propose donc d'évoquer la perversion du comportement du ou de la pervers narcissique. Donc en introduction, je suis Céline Gréco, spécialisée en perversion narcissique, spécialisée parce que malheureusement j'ai connu ça de près, et puis comme j'étais thérapeute, j'ai absolument voulu savoir de quoi il s'agissait, je ne connaissais pas avant, seulement vu l'état intérieur dans lequel je me suis sentie très rapidement, vu la dissonance cognitive qui s'est présentée aussi très rapidement, j'ai tout lu, tout cherché sur les sujets de la perversion narcissique et j'ai fait mes immersions pendant 15 mois quasiment en moyenne avec plusieurs pervers narcissiques dans les champs affectifs, professionnels, thérapeutiques, familiaux, tous les secteurs où il y a des pervers narcissiques parce que malheureusement il y en a dans tous les domaines. Voilà pourquoi je peux vous présenter cette série que j'ai décortiquée. Nous allons donc parler dans cette vidéo de perversion, ou montagne russe, ou dissonance cognitive, ou une chose et son contraire. Alors tout d'abord, je tiens à signaler que de nos jours, lorsque l'on évoque la perversion, ça n'est plus collé forcément à perversion sexuelle. C'est une partie de perversion, la perversion sexuelle. Là, la perversion dont on va parler, c'est une perversion générale, c'est un comportement de perversion, c'est-à-dire d'être enclin à faire le mal et de le tenter par tous les moyens, des moyens détournés. C'est détourner quelque chose ou quelqu'un du bien pour le tourner vers le mal. C'est en fait dévier le comportement. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme comportement pervers ? Ça peut être une petite fille qui attend son papa pour aller jouer à la piscine et il va lui dire « Oui, j'arrive ma chérie, va à la piscine, je te rejoins ». Et en fait, il peut la faire comme ça, attendre pendant 2 heures. Il sait qu'il ne va pas aller la rejoindre et il sait qu'elle est en train de l'attendre parce qu'elle n'a pas l'autorisation de jouer à la piscine sans lui. C'est complètement pervers de faire attendre une enfant pendant 2 heures près de la piscine pour aller jouer avec lui, sachant qu'elle a l'interdiction d'aller jouer dans la piscine toute seule. C'est pervers, c'est tordu. Ça fait du mal en fait à cette petite fille qui attend et finit par se déprimer. Et quand le papa va finir par venir, elle va avoir une joie immense, elle va avoir une bonne grosse sécrétion de dopamine et finalement il va passer pour le super papa qui arrive pour jouer. L'enfant toutefois n'oubliera pas qu'elle a attendu pendant 2 heures avant qu'il la rejoigne. Voire certains jours, il viendra pas du tout. Ça peut être complètement pervers également admettons que ce soit un pervers narcissique qui demande de l'aide à une de ses amies pour venir donc le dépanner. Et il sait qu'il lui demande ça à un moment qui aurait été important pour elle. Par exemple, à une fête d'anniversaire qui est prévue. Il sait qu'elle a une fête d'anniversaire et il lui demande de l'aide à ce moment-là. C'est complètement pervers aussi. L'idée, c'est d'aller faire du mal alors que l'on demande à la personne de venir vous aider et donc de faire le bien. Elle vient faire du bien, ça va lui faire du mal, et le ou la pervers narcissique va jubiler. La situation est complètement pervertie. Pour venir m'aider, finalement tu vas devoir être déçu par ailleurs. Tout cela est donc pervers. Qu'est-ce que ça peut être également la perversion ? Vous avez été lié affectivement à un pervers narcissique peut-être, et ce pervers narcissique avait une famille. Vous étiez très attaché à sa famille. Vous quittez le pervers narcissique parce qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Et finalement, à chaque fois, ce pervers narcissique, il va continuer de vous rappeler et de vous inviter pour les fêtes familiales. C'est pareil, c'est complètement pervers. Vous n'êtes plus dans le couple, dans la relation, vous étiez attaché à la famille et il vous invite aux fêtes de famille parce qu'il sait que ça va vous faire du mal. Donc c'est censé être une invitation du coup tout à fait charmante de venir partager un moment en famille, mais il sait très bien que dans ce moment de partage, vous allez souffrir. Vous allez souffrir de venir le vivre parce que ce sont des gens que vous ne voyez plus et finalement il va y avoir un arrière-goût, il va y avoir une déception, une nostalgie.
Ça va peut-être lancer aussi une déprime dans les jours suivants. Et si vous ne venez pas parce que vous ne pouvez pas supporter cette situation, ça va de toute façon créer une privation, une frustration. Donc c'est aussi pervers de demander à quelqu'un de venir rejoindre pour une fête familiale quand, dans un cas comme dans l'autre, vous allez souffrir. J'ai aussi entendu quelque chose d'assez pervers en fait. Ça arrive régulièrement que des pervers narcissiques embauchent des amis dans leur entreprise. Donc ça démarre bien, sauf que l'ami va se retrouver piégé dans l'entreprise et la personne qui l'a embauché, qui est pervers narcissique, par la suite va lui refuser finalement toutes les demandes, toutes les adaptations et des choses qui pourraient être tout à fait simples finalement à accepter. C'est complètement pervers de finalement être dans la position du sauveur, je t'aide, tu as des difficultés professionnelles, viens donc dans mon entreprise et puis ça va bien se passer. Et une fois que la personne est dans l'entreprise, le ou la pervers narcissique, vous pouvez être certain, va tout faire pour que ça se passe mal. Complètement pervers, encore une fois. C'est pervers également de prétendre qu'une décision ou une action a été prise pour vous, pour votre bien, alors que vous n'avez même pas été sollicité. C'est très souvent le cas professionnellement. Il y a des personnes qui viennent au cabinet qui sont en grande souffrance, notamment après une réorganisation d'entreprise ou après un entretien professionnel. Et durant cet entretien, on leur a fait des propositions qui sont finalement négatives, où il va y avoir des pertes de poste, où on n'encadre plus son équipe. Tout cela sans vous avoir sollicité. Vous perdez littéralement à la situation. La situation est pour vous une catastrophe, une grosse perte, voire même un échec, voire une trahison. Et on va finalement décréter que c'est pour votre bien. Cette situation, c'est pareil, est complètement perverse. J'ai vu également une dame, il y a quelques années, qui a vécu une situation perverse. Ça faisait 7 ans qu'elle, finalement, se consacrait entièrement à son entreprise. Elle travaillait facilement 15 heures par jour. Elle faisait beaucoup de déplacements sur des agences, même pas forcément juste dans la région. Elle a vraiment construit un énorme projet qui se jouait sur toute l'Europe. Et lorsque tout le projet a été mené, que tout était OK, on lui a dit pour ton bien, maintenant, ce serait mieux finalement que tu prennes un 50% et puis que tu ailles t'occuper de tes enfants. C'est complètement perverse aussi de se servir de quelqu'un et au moment où tout est construit, finalement on lui retire tout ce à quoi elle pourrait espérer et rêver ou juste voir finalement le projet se réaliser. Et là, on vient lui dire que d'être à 50% à la maison à s'occuper de ses enfants, ce serait bien pour elle. Que c'est ce à quoi elle aspirait, ils le savent bien. C'est complètement perverse en fait, parce que ça ne correspond pas à la demande de la personne. Elle se fait juste mettre au placard et sans aucune reconnaissance pour tout le travail qui a été fait. Et c'est même très condescendant, humiliant. Donc ça, c'est une situation très douloureuse et très difficile, et qui n'est pas rare. Donc pour rappel, la perversion, c'est utiliser le bien pour faire le mal. C'est faire le mal par tous les moyens détournés possibles. Et ça provoque quoi ça? Ça provoque de la dissonance cognitive. Quand on vit une chose et son contraire. Et le problème majeur, c'est quand ce sont les enfants qui vivent ça. Quand les enfants ont un parent ou les deux pervers narcissiques, ils vont vivre finalement cette dissonance cognitive toute leur vie sans savoir que ça en est. Qu'est-ce que c'est en quelques mots la dissonance cognitive? C'est une contradiction entre les actes et les pensées. L'un va impliquer la négation de l'autre. Et ça va générer une énorme instabilité interne, un énorme inconfort. Donc les enfants qui grandissent en vivant la dissonance cognitive, finalement s'habituent. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Ils ne savent même pas en fait que, en permanence, le parent est en train de souffler le chaud et le froid. D'être en train de dire oui mon enfant, tu es essentiel pour moi, je t'aime. Alors qu'en fait, en même temps, il est en train des fois de faire subir des brimades et il ne fait jamais rien pour cet enfant. Il va y avoir une dissonance entre les actes et les mots. Et l'enfant va rester avec cette incompréhension et finalement va se mettre à toujours être en train de chercher des raisons. En plus, l'enfant va souvent aller les chercher chez lui, les raisons. Il va se dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal? On ne m'aime pas. Je ne suis pas un enfant gentil, je ne suis pas quelqu'un de bien. »
Ça, c'est le fonctionnement réflexe de l'enfant. C'est pour ça que c'est grave d'avoir un parent pervers narcissique, parce que ça vient détruire l'enfant dans ses capacités de mettre en place les moyens de défense. La dissonance cognitive va être complètement intégrée et ne sera pas reconnue par la suite lorsque l'enfant sera devenu adulte. Et il faut faire un travail pour aller se mettre à reconnaître ces dissonances cognitives. Ça prend un petit peu de temps, pas tant que ça, mais c'est très important de le faire pour devenir compétent dans ce domaine-là et ne plus vivre de dissonance cognitive. Et dès que vous reconnaissez la dissonance cognitive, finalement, vous allez naturellement éviter les personnes qui en font. Un enfant devenu adulte qui ne reconnaît pas la dissonance cognitive va subir des choses qui sont normalement intolérables, inacceptables. Quand un autre adulte qui n'a jamais connu la dissonance cognitive ni tout autre comportement toxique, finalement, dès qu'il va en vivre un à l'âge adulte, il va regarder l'autre adulte et se dire « il me fait quoi lui? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire ?» Vous voyez, ça va être automatiquement incompréhensible et inacceptable et rejeté. Selon le profil que l'on a de victime, donc le test, je suis encore en train de le fabriquer, il est à l'ingénierie, là je suis en train de le concocter et de le valider. Les 4 profils, d'ores et déjà, c'est effectivement d'être quelqu'un qui a un précédent, qui a vécu déjà la relation toxique avant d'entrer dans la dernière relation toxique, qui a déjà connu un précédent toxique. Ça peut donc être un parent, un petit ami, un frère, une sœur, ou qui que ce soit. Donc si on a un profil qui a déjà eu un précédent de relation toxique, ou qu'on a un profil manipulable, sans jugement, mais il y a des profils, et j'en fais partie aussi, lorsque l'on a des caractéristiques d'hypersensibilité, ou Asperger, ou haut potentiel, ou d'hyperempathique, et bien effectivement, on est beaucoup plus manipulable parce qu'on excuse énormément de choses. Si on a ces 2 profils, qui a eu un précédent ou qui a une tendance manipulable, ça va être beaucoup plus difficile de détecter la dissonance cognitive et donc le ou la pervers narcissique va en faire beaucoup. Si à l'inverse, vous avez un profil de quelqu'un d'agréable et de gentil, vous êtes rentré dans une relation toxique, ça ne vous était jamais arrivé de votre vie, vous êtes juste quelqu'un de gentil et au bout d'un moment, voilà, vous avez choisi de sortir, vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, mais vous n'aviez pas un profil finalement standard et vous vous êtes retrouvé en relation de perversion narcissique. Vous avez détecté les dissonances cognitives, vous avez trouvé ça complètement inacceptable. Et de même, les personnes qui vont juste tomber amoureuses d'une personne parce qu'au départ elle est charmante, on voyage, on s'amuse, et qu'il n'y a au départ pas de dissonance cognitive, vous n'allez pas du coup reconnaître de dissonance cognitive, vous n'allez pas être inquiet. Donc ces 2 derniers profils, des gens gentils ou des gens qui tombent amoureux, reconnaissent la dissonance cognitive de manière un petit peu plus intuitive et ne la tolèrent pas beaucoup, donc le pervers narcissique ne va pas en faire avec eux. Donc le love bombing sera sûrement sans dissonance cognitive. Parce que dans les radars, le pervers narcissique, il s'adapte dans la période de love bombing. Il est en mode sur-régime, il fait vraiment excessivement attention à tout ce qu'il fait pour aller attraper sa victime. En revanche, si on a déjà connu des relations toxiques, qu'on a une caractéristique, on va dire, qui tolère des choses, qui est plus manipulable, sans jugement, en toute bienveillance, et là on risque d'avoir des dissonances cognitives et de ne pas forcément les repérer. Et du coup, notre situation avec le ou la pervers narcissique va s'aggraver. Je vais vous faire un petit partage personnel. Le jour où je suis tombée nez à nez avec une dissonance cognitive à l'intérieur de moi. C'était dans cette relation donc de perversion narcissique où vraiment j'étais en souffrance pas maximale, mais un niveau de souffrance hyper intense. Je me disais évidemment que donc il ne fallait pas continuer cette relation et j'avais pas de bons sentiments à l'égard de cette personne. J'étais dans cet état d'esprit, dans cette disposition, voire même en colère, et vraiment il attisait chez moi des sentiments négatifs, vraiment de me dire c'est injuste, ce gars vraiment est méchant, etc. Blablabla, je ne peux même pas vous dire les mots. Et à ce moment-là, je reçois un SMS de cette même personne, et là je dis à voix haute « Oh mon chéri !» Immédiatement, j'ai été sidérée. Je me suis dit « C'est quoi ce truc ?»
Je sais exactement que ce personnage me martyrise. Et quand je reçois un SMS de la personne, ce qui jaillit de ma bouche, c'est « Oh mon chéri !» J'ai aussitôt voulu savoir ce que je venais de subir. Qu'est-ce qui s'était passé en moi? C'était quoi la chimie de ce procédé? Parce qu'il était évident que ça n'était pas normal et je ne voulais pas continuer de vivre ce genre de truc. Ça n'était pas acceptable pour moi dans ma vie. Donc j'ai tout lu sur ce sujet, donc de la dissonance cognitive, pour effectivement comprendre ces mécanismes de dépendance qui font que lorsqu'on a notre dose effectivement du coup d'attention, d'affection, boum, une petite sécrétion de dopamine et nous voilà satellisés sur notre planète bonheur. Je connaissais très bien les mécanismes de dépendance, par contre je ne connaissais pas ce vécu interne du côté affectif lié à la perversion narcissique. Je me suis donc ensuite posé une question. Est-ce que je trouve que c'est grave ce que je viens de vivre, ce que je viens de faire? La réponse immédiate a été oui. Et j'ai pris une décision. Je me suis dit, je ne veux pas que ce mécanisme reste ancré en moi. Je suis moi-même donc sophrologue, j'utilise des états de conscience modifiés, j'utilise l'hypnose et la PNL pour aller déprogrammer des phobies. Je sais qu'on peut faire ça très fort, très vite, mais je sais aussi que par goutte à goutte et par répétition, à l'inverse, on peut programmer en soi des comportements tout à fait négatifs pour soi, complètement toxiques et délétères, comme finalement subir des dissonances cognitives, s'y habituer et se dire à chaque fois qu'il y a une joie, je donne priorité à cette joie. Je mesure donc la gravité de la situation et je décide que ça n'est pas possible. Je veux stopper ça, je veux aller à mon secours. Donc je vais utiliser tous mes propres outils pour sortir de ça. C'est un peu comme si le ou la pervers narcissique nous hypnotisait à l'inverse. C'est comme si par goutte à goutte et par répétition, il venait graver en nous plein de choses. C'est pour ça, je réouvre la parenthèse, que dans une partie de mon travail, je propose aux personnes d'aller déprogrammer toutes ces blessures, mais aussi tous ces mécanismes réflexes qui se sont installés. On s'est habitué à répondre à la culpabilisation, à la mauvaise foi, etc. Il est bon d'aller nettoyer ces programmes qui se sont installés. Il est bon aussi d'aller reprogrammer d'autres programmes qui ne sont pas très bons, pas très sains pour soi. Et il est bon d'aller en installer d'autres pour finalement fonctionner mieux, retrouver une vie plus saine. Maintenant, que faire? Eh bien, il faut détecter la dissonance cognitive. On a vu ce que c'était. Il faut également détecter une deuxième chose, c'est un ressenti de montagne russe. Qu'est-ce que c'est les montagnes russes? En fait, donc, c'est une joie suivie d'une grande déception, souvent en tout cas, une émotion positive suivie d'une grande émotion négative ou inversement. Et puis tout ça peut s'enchaîner, hein, le ou la pervers narcissique sont des grands spécialistes en montagne russe. Vous avez une grande joie de partager du temps avec le ou la pervers narcissique, 2, 3 heures, 4 heures, 5 jours, et puis d'un coup après vous êtes délaissé, peut-être pendant 4, 5 jours, 2 semaines, 1 mois, et vous voyez, vous passez aussi d'une grande émotion positive à une grande émotion négative. C'est les montagnes russes, et c'est une catastrophe pour le corps, c'est une catastrophe pour la santé, ce genre de procédé. Ça peut être aussi des parents qui viennent chez vous, donc ça vous procure une grande joie, et une fois qu'ils sont chez vous, ils vous critiquent tout le temps. Donc finalement, vous allez être déçu, vous allez être déprimé. Et peut-être même aussi qu'à force de vous faire des reproches, ça peut être, je ne sais pas moi, sur votre organisation, sur votre poids, sur vos angoisses à répétition. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait toxique. Des parents qui sont toxiques et qui viennent chez vous et qui vous envoient une injonction de stopper vos angoisses alors que ça ne se stoppe pas comme ça, des angoisses. Donc vous êtes pris dans un piège où vos parents, soi-disant, vous veulent du bien et en même temps, ils vous demandent une action que vous ne pouvez pas réaliser. Ça peut aussi être une mère, par exemple, qui ne vous apporte aucune attention et puis qui d'un coup vous envoie des messages. Comment tu vas? Et ta santé? Comment tu fais? Donc vous vous dites « Waouh, super, voilà, ma maman est présente, finalement, des choses changent. » Et puis 3 SMS plus loin, elle va vous dire « Bon, je te laisse te reposer. » Et en vrai, vous décodez bien que, surtout, elle a dépassé son taux de patience à votre égard, dans le cas d'une mère narcissique, hein, par exemple. Ça peut être un compagnon qui vous dit on est bien ensemble et puis en fait tous les 2 jours il vous dit qu'il a aussi besoin de réfléchir. Donc c'est un coup du oui, un coup du peut-être, un coup du non. C'est pas bon ça, c'est vraiment pas bon non plus, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement.
Ça peut aussi être sur le champ professionnel, on a pensé à toi pour ce poste. Donc voilà, vous êtes dans la joie, vous vous attendez au poste, et puis finalement, patatras, c'est pas vous qui avez le poste. Et la personne va vous dire, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, c'était toi qui étais présumé pour le poste. Donc grande joie, grande déception. Ça peut être une copine qui vous invite chez elle, et puis qui le matin vous dit, en fait, c'est pas une bonne idée, ne viens pas. Et c'est pareil, donc vous êtes très déçu. Donc tout ça, ce sont des montagnes russes. Et encore une fois, le ou la pervers narcissique va en faire beaucoup, souvent, à répétition, et sur plein de sujets différents. Hein. Ça ne va pas forcément être que le cinéma, ça ne va pas être que sur un sujet parental. C'est que vous pouvez avoir plusieurs dissonances cognitives, plusieurs montagnes russes dans la même journée, sur plein de sujets différents. C'est pour ça qu'à la fin d'une journée, déjà, il y a de quoi être déçu, déprimé, anxieux, angoissé. Et puis, ça peut aussi être un thérapeute. Alors ça, c'est une expérience personnelle vécue il y a très longtemps. Je n'étais pas du tout un thérapeute. Je devais être ingénieure ou infirmière. Et donc, je me rends chez un psychiatre. Mon motif de consultation, c'est que malgré les années qui avancent, je continue finalement d'entendre des conseils, des ordres, des injonctions que me faisait une personne qui a partagé ma vie. Donc je dis, voilà, ça me surprend quand même. Il m'explique que ça se peut que ça ne parte pas, que ce soit définitif. Il me dit que sûrement j'ai subi de la perversion narcissique. Alors à cette époque-là, vraiment, je ne connaissais pas. Hein. Je découvre les termes et on va passer 6-7 séances à ce qui m'explique que chacune de mes expériences, tous mes partages, tout ce que je dis, il décortique tout et à chaque fois, il me dit « c'était de la perversion narcissique ». Cette personne et tout le système autour, vous avez subi de la perversion narcissique. Bon, moi je ne connaissais pas, pourquoi pas. Puis arrive le jour... Il me dit, on va faire le test pour valider tout ça. Donc, il me pose plein de questions. Je pense que ça doit être le test en 30 questions sur la perversion narcissique. À l'époque, je ne sais pas du tout. Je termine le test, il fait le bilan, il me regarde et il me dit, en fait, il n'est pas pervers narcissique. Vous avez voulu y croire, vous avez vraiment pensé qu'il l'était, mais il ne l'est pas. Et là, vraiment, pareil, je vais être sidérée. J'ai bonne mémoire, moi, donc je me souviens de toutes les séances, de quasiment tout ce qu'il m'a dit, tous les mots. Pourquoi c'était de la perversion narcissique ou pas? Là, à l'intérieur, je me mets en colère. Je me dis, il me prend pour une imbécile. Une petite parenthèse, il m'avait donné un traitement au départ, mais moi, je ne l'ai jamais pris. Parce que je n'avais pas de problème de déprime. Je voulais juste qu'on travaille un petit comportement... si on pouvait le déprogrammer. À l'époque, voilà, je ne connaissais pas la sophrologie, la PNL, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai juste attendu la fin de la séance, je suis sortie de son cabinet, et bien sûr, il ne m'a plus jamais revue. Et je me suis dit que ce thérapeute, il avait quand même un sérieux problème. Il a passé 6-7 séances à me démontrer que je vivais de la perversion narcissique, alors que ce n'était pas ma demande, et que moi, je suis là pour autre chose, finalement. Et à la fin, il m'explique que c'est moi qui ai tout inventé, que la personne n'est pas pervers narcissique. Je ne sais pas ce qui a pris à ce thérapeute. En tout cas, moi, j'étais pas du tout influençable. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé là. Et voilà, je suis partie et il ne m'a plus jamais revue. Tout de même, l'attitude de ce thérapeute est un petit peu pervers en elle-même. Venir travailler quelque chose comme ça pour me dire à la fin que c'est moi qui ai cru des choses, voilà, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai subi. Est-ce que c'était une caméra cachée? Je ne le saurai jamais. Bon voilà, je vous ai partagé cette expérience. Donc il faut être vigilant et vigilante. La perversion peut être un petit peu partout. La seule chose importante, c'est finalement de la repérer. On vit une chose et son contraire, des montagnes russes, de la dissonance cognitive. Ça n'est pas sain, ça détruit. Donc il faut se préserver de tout ça et garder ses distances. Il faut vraiment se choisir dans la vie. Et là, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous fait vivre beaucoup de dissonance cognitive, préservez-vous.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur la perversion vous a éclairé un des comportements du ou de la pervers narcissique. Combiné à d'autres comportements, vous voyez la gravité finalement de cette maladie, la perversion narcissique, cette psychose blanche destructrice. Donc vraiment, préservez-vous. Continuez d'apprendre sur la perversion narcissique. Il n'y a rien de tel que d'apprendre, d'avoir les connaissances pour, étape numéro 2, comprendre ce que vous vivez, comprendre ce qui est en train de se passer dans votre quotidien et reconnaître finalement ce que vous êtes en train de subir auprès de n'importe quelle personne. Et vous verrez que vous évitez beaucoup de personnes lorsque vous reconnaissez les choses dans le quotidien. Troisième chose, partir, sortir, fuir. Chacun a son rythme, hein, les situations sont toutes différentes. Et puis 4, se reconstruire parce qu'on peut avoir des séquelles, des restes en nous, des mini-programmes. La culpabilisation, par exemple, c'est quelque chose qu'une victime peut être en train de faire de temps en temps. Ça peut ne pas être grave, mais si vous sentez que vous en faites beaucoup et que ça vous gêne, par exemple, soyez vigilant et travaillez à évacuer de vous ce comportement qui n'est pas à vous, qui ne vous appartient pas. Revenez à vous, vous êtes de belles personnes et gardez cette lumière en vous. Prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like pour me soutenir, ça me fera bien plaisir. Et puis, pour être informé, vous le savez, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche grise. Et puis, continuons notre petit bonhomme de chemin et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, à bientôt.